Ne manquez plus aucune émission. Voilà. Salut à tous. Je suis très content de vous retrouver encore une fois pour nos émissions habituelles. Et ma joie est très grande pour votre participation et beaucoup de j'aime pour votre télévision Top Chronique TV. Que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, vous êtes de plus en plus nombreux à participer, à prendre goût aux émissions que nous vous apportons. Tenez, je vais vous affirmer que avec l'émission d'aujourd'hui, tout en vous donnant bien sûr le temps de pouvoir vous asseoir pour suivre ça calmement, je vous dirai d'emblée ou d'entrée de jeu que le mot de tribalisme, c'est la fin officielle au Congo. Ah oui, vous m'avez entendu. Si vous parvenez à suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin et que vous continuez à utiliser les mots tribalisme, tribu, ethnie, je vous dis déjà que vous avez choisi votre camp. Puisque quand je vais développer ces sujets, vous allez remarquer que le mot ethnie, les mots tribu, les mots tribalisme, ethnique ou consort, tout un tas d'adjectifs qui peuvent suivre ou découler de ces mots-là, sont des mots qui étaient réservés aux gens inférieurs. Vous avez bien entendu, aux gens de classe inférieure, des gens qu'on devrait asservir. Et je vais vous montrer, en vous donnant des textes à l'appui, de ceux qui nous ont amené ces vocabulaires-là. Et chez eux, ils n'utilisent pas ça, s'il vous plaît. Eux qui nous ont amené ça, mais chez eux, ils n'utilisent jamais ça. Vous allez entendre, par exemple, État basque. Vous allez entendre, par exemple, Liechtenstein. Vous allez entendre, par exemple, Zano ou Sansano Marino ou Sancte Marino en Italie. Il y a tout un tas de petits États. Et c'est pourquoi je vous donne cet exercice qui est déjà fait pour vous. Cet exercice de superposition du Congo sur l'Europe, que ce soit l'Europe centrale ou l'Europe de l'Est ou l'Europe de l'Ouest. Vous allez voir combien de pays sont englobés dans ce que nous pouvons appeler toujours un sous-continent ou pseudo-continent. Oui, les Congo de mes ancêtres, c'est un pseudo-continent. Mais comment voulez-vous que des gens, j'appellerai des gens, je ne veux pas utiliser des termes qui ne sont pas appropriés ici, qui viennent, et c'est au 19e siècle, puisque ces termes n'étaient pas utilisés, ils étaient avant. C'est au 19e siècle qu'ils vous collent ces noms-là d'autorité. Et ce sont des individus. S'il vous plaît, ce sont des individus. Je vous donne également un texte où c'est jusqu'en 1958 que les parlementaires belges ont pu ou ont commencé à s'intéresser au Congo et au département sous tutelle ou de pays sous tutelle ou de territoires sous tutelle qu'on a appelé autrefois Rwanda ou Rundi. Vous m'avez entendu. Chez eux, ce sont des termes qu'ils ont choisis pour des gens à asservir, pour des gens inférieurs, qui ne sont pas à comparer avec eux.
Mais voilà que vous, je crois qu'à partir de cette vidéo, vous allez choisir votre camp. Être du côté des inférieurs ou être du côté des gens supérieurs, civilisés. Quand on dit supérieur et civilisé, c'est par votre comportement. C'est par votre comportement. Vous voulez un mariage d'amour ou un mariage ou un divorce de haine, d'amertume. Puisque oui, il y a tout un tas de groupes ou tout un tas de gens qui font de ce mot tribalisme, tribu, ethnie, c'est devenu leur fonds de commerce. Et c'est aussi fini pour eux, mais c'est à vous de choisir. Puisque si vous choisissez de vous élever, ces gens ne vont plus utiliser ces termes-là. Mais si vous choisissez de rester bas, exactement, ils vont continuer à vous utiliser, vous exploiter sur base de ce quelques termes-là, de ce vocabulaire, qui ne sont pas utilisés par ceux qui vous ont apporté ça. Vous avez bien entendu. Et sans tarder, nous allons entrer dans le vif des sujets où je vais vous démontrer que c'est cela. Je vous ai parlé de la superposition de la carte du Congo avec la superposition de l'Europe, que ce soit de l'Est, que ce soit du centre ou que ce soit de l'Ouest. Vous pouvez déplacer le Congo comme vous voulez. Vous allez trouver qu'il y a plusieurs pays qui entrent dedans. Mais pourquoi eux sont appelés États, sont appelés nations? Et pourquoi pas vous? 60 ans après l'indépendance, 50, ça dépend de ceux qui ont eu en 62 ou ceux qui ont eu en 61. Mais bon, le Congo a eu en 60. 60 ans après, vous ne vous décidez même pas. À quand les États généraux pour pouvoir arriver à trouver un consensus sur le vocabulaire que nous, on peut utiliser? Je me rappelle qu'autrefois, Mobutu Sese Seko a sorti un arrêté qui disait que maintenant, on ne va plus utiliser 70, on ne va plus utiliser 90, on va utiliser 70, 90. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde est rentré. Bon, bien sûr, puisque l'explication n'avait pas suivi cet arrêté-là. Mais je soulève ça pour donner un exemple de comment vous pouvez sortir d'une situation qui vous rabaisse, puisque c'est ça l'intention, de vous rabaisser, de vous garder toujours bas. Quand est-ce que vous allez vous élever? Voilà, c'est Top Chronique TV qui vous donne cette occasion, avec des matériaux lourds à l'appui. C'est pourquoi je vous ai dit à la fin de cette vidéo, si vous suivez du début à la fin, et que vous revenez avec ce même terme qui vous rabaisse, c'est que vous avez choisi votre camp. Vous êtes inférieur ou vous êtes supérieur. Vous êtes asservi ou vous servez. Vous êtes esclave ou vous êtes homme libre. La balle est dans votre camp. La fin du tribalisme au Congo et la mort politique de ceux qui en ont fait leur fonds de commerce. Ah oui. Je vous ai fait une introduction où je vous ai montré pourquoi nous parlons de la fin du tribalisme. Mais non seulement la fin du tribalisme, mais c'est aussi la fin de vocables ou de vocabulaire qui découlent ou qui ont donné naissance à cet isme. Vous avez, à titre de rappel, ethnie, tribu. De termes, vous allez voir dans le développement de ce vidéo ou cette vidéo, que ce sont des termes qui ont pris
court au 19e siècle avec la colonisation. Mais est-ce que la colonisation était destinée à élever les peuples colonisés? D'abord, mettons-nous d'accord sur le terme en usage chez nous. Chez nous, je voudrais parler bien sûr de termes que la colonisation nous a apportés dans ses bagages. Mais pour pouvoir comprendre ce qui va suivre, je préfère que nous tous, nous puissions nous référer à la source de ces différents vocabulaires ou vocables. Vous allez constater que dans le texte que je vais vous présenter tout à l'heure, le maître mot que vous allez retenir là-dedans, c'est le mot supérieur et puis le mot inférieur. Et ce mot sont accompagnés de la colonisation. Et comme j'ai dit, allons à la source, suivons M. Lécros qui a abordé ces sujets et qui nous donne de la matière, bien sûr de la matière lourde, pour que nous puissions nous décider, que nous puissions faire notre propre autodétermination. Ce texte, je le tire de l'introduction d'un autre sujet qu'il a développé. Je pourrais vous apporter ces sujets-là dans le jour prochain. Mais pour le moment, je vous lis ce qu'il a couché sur le papier. À l'heure où les médias occidentaux rejettent tous les maux de l'Afrique sur les guerres tribales et les tensions ethniques, comme c'est le cas au Zaïre, appelé aujourd'hui Congo, je suis en train de vous lire son texte. Vous allez bien sûr me comprendre. Donc c'est le cas au Zaïre, appelé aujourd'hui République démocratique du Congo. C'est le cas au Rwanda, en Somalie ou au Libéria. Il est nécessaire de mieux comprendre ce que revêt cette notion d'ethnie et de faire la part de choses entre ses origines traditionnelles et coloniales. Je pourrais dire ses origines traditionnelles ou coloniales. Puisque le mot traditionnel, c'est puisque dans le camp de scientifiques, beaucoup qui ont affirmé que le mot tribu, le mot ethnie, était dans l'usage de nos ancêtres, d'où l'adjectif traditionnel. Et il y a un groupe de scientifiques et d'experts qui disent que c'est uniquement la colonisation avec le prêtre, avec l'administration, qui ont fixé ce terme ethnie et le terme tribu. Au-delà d'une analyse de ce terme controversé d'ethnie, on s'attachera surtout à mieux comprendre l'origine, l'évolution historique et les transformations des identités. C'est ce qui est très important à retenir. Maintenant, passons rapidement à ce que lui voudrait nous amener ici comme notion d'ethnie. Comme notion d'ethnie, il dit ceci. Le terme d'ethnie n'apparaît dans la langue française qu'à la fin du 19e siècle. Depuis la Révolution française, l'équivalence de sens entre nation et tribu a disparu. Donc, c'est depuis la Révolution française que ce terme qui avait l'égalité, qui avait l'équivalence de sens, donc nation et tribu avaient même signification, c'est depuis la Révolution française que ça a disparu. La distinction entre la nation et l'ethnie revêt en fait une signification essentiellement idéologique. Donc le concept en soi
dénué de toute idéologie, cesse d'exister. C'est pourquoi je vous ai parlé de la mort du tribalisme. Vous pouvez déjà comprendre ces éléments que je ressors ici. La distinction entre la nation et l'ethnie revêt en fait une signification essentiellement idéologique, dans son essence même. L'État-nation, concept réservé aux États de l'Occident. Sur quels critères? Nous allons suivre les critères. L'État-nation, concept réservé aux États de l'Occident, est considéré comme supérieur à toutes les autres communautés humaines, eu égard à la perfection de son organisation politique. Est-ce que chez nous, on ne nous a pas trouvé avec une organisation politique? Mais pourquoi on parle du roi du Congo? Un roi n'a pas une organisation politique. Un empereur n'a pas une organisation politique. Je soulève avec vous ces différentes questions pour que vous puissiez comprendre là où il y a une certaine légèreté dans ceux qui ont amené de termes pour nous les fixer. Comme cette solidarité, nous, au niveau de l'État, je disais ceci, je disais l'État-nation, concept réservé aux États de l'Occident, est considéré comme supérieur à toutes les autres communautés humaines, eu égard à la perfection de son organisation politique et en fonction de l'intensité des liens de solidarité qui unissent ses membres. Comme cette solidarité se noue au niveau de l'État et non plus des communautés qui lui sont subordonnées, elle conduirait à l'élaboration du sentiment national. Pour rafraîchir votre mémoire, les termes tribu, les termes ethnie étaient autrefois synonymes ou avaient pratiquement le même sens avec État-nation, avec État. Et ici, on dit ceci, que le terme a été réservé aux Occidentaux, puisque quand la solidarité cesse d'être entre les communautés, quand la solidarité cesse d'être entre les communautés, ça se trouve maintenant au niveau des États. Et là, je pourrais quand même donner une petite explication. État ici, quand on dit État basque, qu'est-ce qui empêche qu'on puisse dire aussi État Yaka, ou État Sakata, ou État Luba, ou État Mongo? C'est une question que je soulève à votre niveau. De telle manière que quand il y aura la solidarité entre le Mongo et les Luba, les Koussou ou les Tetela, avec les Houndé ou bien les Barega, on parlerait bien sûr de solidarité entre États. Solidarité entre États. Et en ce moment-là, on peut maintenant aussi arriver à ce sentiment qu'on appelle sentiment national, puisque sentiment, c'est un sentiment entre les États et non pas entre les tribus. Les tribus qui sont confondues avec les communautés ordinaires. Les communautés qu'on appelle, vous avez entendu dernièrement qu'au Congo, il n'y a que des communautés, il n'y a pas de tribus. Tout ça pour parler de Banyamulenge qui n'ont pas de tribus, qui n'ont pas d'ethnie. C'est au Rwanda où ils ont des ethnies et des tribus. Ou bien des groupes raciaux, on ne sait même pas. À l'opposé, la tribu et l'ethnie constitueraient des communautés humaines inférieures. Vous avez compris la différence avec ce que je viens de vous présenter au-dessus? À l'opposé, la tribu et l'ethnie constitueraient des communautés humaines inférieures dont le régime politique, s'il existe, donc pour eux, les gens qui sont au niveau, qui sont restés au niveau des tribus ou qui vivent au niveau des tribus et d'ethnies sont constitués de communautés inférieures
et ils ne peuvent pas avoir de régime politique. J'aimerais bien sûr me référer à ceux qui font les sciences politiques, qu'ils puissent me dire si dans ces organisations de l'Empire Luba, l'Empire Lunda ou bien Royaume Congo, il n'y avait pas une organisation politique. Qu'est-ce qu'on appelle alors politique si ce n'est pas la gestion? Puisque nous tous, nous avons étudié ce mot politique qui vient de grec, son sens. Gestion de la maison, organisation de la maison. Donc, ils disent qu'à l'opposé, la tribu et l'ethnie constitueraient des communautés humaines inférieures dont le régime politique, s'il existe, est basé sur des solidarités de clans et des croyances bien inférieures au sentiment national. Pour eux, c'est comme ça qu'ils considèrent que nous sommes inférieurs, nous ne méritons pas les États, donc nos communautés en nous, nos groupes en nous de population ne méritent pas être élevés au niveau d'État. On doit être collé ou calé au niveau des tribus et d'ethnies pour que nous, on n'ait pas un régime politique, qu'on n'ait pas une organisation politique. Sur base de quoi? Moi-même, je ne le sais pas. Maintenant, si nous superposons par exemple la carte du Congo, comme je voulais annoncer au départ aussi, avec l'Occident qui se réserve les niveaux supérieurs, puisque eux, leur solidarité, c'est au niveau des États. Vous allez comprendre qu'au Congo, ce que nous avons aussi, ce sont des États. Mais ils nous ont collé tout simplement des vocabulaires pour qu'on n'ait pas droit, qu'on ne nous compare pas à eux. Et c'est ainsi que je vous ai parlé de tout simplement un sens idéologique pour nous rabaisser, nous asservir, pour que nous, on ne puisse pas, dans notre mental, nous considérer être arrivés, être au même niveau que eux. Mais tout ça, c'est idéologique. Mais pourquoi vous continuez à servir les gens qui voulaient vous mettre, vous rabaisser avec leur vocabulaire et comme ça? Alors là, je donne raison aux gens qui procèdent comme Nyerere, qui a préféré utiliser les Swahili comme langue nationale, puisque nous utilisons des vocabulaires, nous utilisons des langues qui nous enferment dans l'aquarium occidental, et dans cet aquarium, nous sommes asservis, nous sommes inférieurs, nous sommes exploités. Et comment nous pouvons nous en sortir? Si ce n'est que, moi je parlais peut-être des États généraux qui peuvent bien analyser les vocabulaires, les vocables que nous utilisons pour ne pas nous retrouver dans l'aquarium ou dans l'exil linguistique. Et dans cet exil linguistique, où nous ne serons jamais à l'aise, puisque nous sommes toujours étrangers. Nous sommes toujours étrangers, nous raisonnons dans une langue étrangère que nous ne maîtrisons pas. Et comment allons-nous nous développer, ni culturellement, ni économiquement, ni même administrativement, on peut dire ceci. Partant de cette première définition essentiellement négative et idéologique, vous avez compris, les ethnologues et historiens considèrent tout d'abord l'ethnie et la tribu comme des groupes homogènes, tant racialement, linguistiquement que culturellement et politiquement. Vous comprenez, l'usage de racialement ici n'est pas considéré comme racialement par la couleur de la peau. Je vous ai dit que c'était un mot qui était utilisé en Europe ici. Ils avaient la même couleur de peau, mais ils utilisaient aussi le terme race pour différencier les groupes qui vivaient sur ce continent. Sous l'influence de l'ethnologie anglo-saxonne, cette définition va évoluer vers une notion plus souple et opératoire qui met l'accent sur le sentiment d'appartenance à une collectivité. Sous l'influence de l'ethnologie anglo-saxonne,
le mot commence à évoluer. Mais cette évolution est en notre faveur si on rentre à la notion du départ ou aux notions de départ. Nous pensons bien que ce n'est pas en notre faveur du tout, même si on fait la négation, mais il y a des termes appropriés qu'il faut utiliser, au lieu de nier tout simplement. Et vous niez, mais vous continuez à utiliser ça. Dès 1945, M. Fortes définit l'ethnie comme l'horizon d'identification le plus lointain que connaisse un groupe. En 1969, Barthes étoffe le concept en y ajoutant les notions d'interaction et d'échange. On est en train d'étoffer. Selon lui, on ne peut parler d'ethnie que lorsqu'un groupe se revendique d'une identité. Bayaka, Babindi, Baluba, Bateke, Baumbu, pour se catégoriser lui-même et catégoriser les autres dans le but d'interaction. Interaction, tout comme les échanges. On évolue progressivement de la notion réifiante. Réifiante ici, la notion réifiante, c'est-à-dire on évolue à la dépersonnalisation, déshumanisation du terme. Le terme n'est plus lié au groupe des humains, à la chosification maintenant. On tend vers la chosification, donc quelque chose qui ne serait pas lié directement aux êtres humains. On évolue donc progressivement de la notion réifiante d'entité discrète à une définition où l'ethnie existe parce que ses membres pensent et agissent en fonction de son existence. Ce n'est plus maintenant les groupes des humains, ça devient maintenant au niveau de leur pensée et de leur agissement. Donc, les Congolais pensent et agissent pour devenir État ou pour rester dans le carcan ethnique et tribal. Donc cette approche dynamique, poussée au bout de sa logique, va conduire à la négation pure et simple de la notion d'ethnie. Cette approche dynamique et ascriptive, poussée au bout de sa logique, va conduire à la négation pure et simple de la notion d'ethnie. Ainsi, en 1985, se réclamant d'une approche tant historique qu'anthropologique, Amsel et Elikiam Bokolo, que vous connaissez très bien, s'attachent à dénier toute existence précoloniale au terme ethnie. Donc, d'après leurs études et leurs recherches, l'un est français et l'autre est congolais, ils sont arrivés à carrément dénier toute existence précoloniale au terme ethnie. Selon Amsel, que je vous présente en photo, il est impossible de trouver dans l'Afrique précoloniale des entités humaines racialement, culturellement et linguistiquement homogènes. Il n'aurait existé que des unités sociales inégales, hétérogènes, dont l'identité qu'il nomme culture. Et même dans cette culture, si je vous donne un exemple, si vous trouvez un groupe qui a un totem, le pangolin, et un autre qui a un totem, la tortue, est-ce qu'ils ont une culture semblable? Même quand on peut les appeler tous
en fonction peut-être de leur langue ou de leur rapprochement, Sakata ou Bayaka ou Lulua, puisque je vous ai déjà expliqué que Lulua, c'est tout simplement tout le monde qui s'est retrouvé dans la vallée de la Lulua. Mais est-ce que tous qui sont dans la vallée de la Lulua partagent même culture? Donc là, nous commençons maintenant à aborder les éléments. On a dépersonnalisé, on a déshumanisé le terme ethnie, on a chosifié le terme ethnie, mais même là, le problème n'est pas encore résolu. Qu'est-ce qu'ils appellent culture? Et il ajoute, ça c'est le deux, découlant du raisonnement de deux, Amsel et Elikambokolo. Il dit que cette culture variait en fonction de leur histoire et des relations avec les entités voisines. Je vous ai déjà signalé que la langue qu'on appelle aujourd'hui la langue Lulua, Tchena Lulua, Ina Lulua, c'est tout simplement le mélange, l'interaction, l'échange entre le Bindi, le Kete et les Luba qui sont venus du Katanga. Ça a pratiquement évolué jusqu'à donner maintenant un système de parler qui diffère un tout petit peu avec ceux qui sont au Kasaï oriental. Mais ce n'est pas pour dire que ce peuple n'est pas un peuple qui a des origines ou des sources qui sont à peu près définies et qui sont pratiquement identiques. Ce sont là les questions qu'on soulève pour votre raisonnement et pour se destiner aussi à vous convaincre, à pouvoir vous défaire de termes qui vous rabaissent, de termes destinés à ce que vous puissiez accepter l'asservissement, puisque vous êtes différent des autres, qui sont considérés supérieurs. J'ai parlé des Occidentaux et de l'Occident. Les agents coloniaux seraient responsables de la fixation des identités. Ça, c'est d'après Elikambokolo et Amsel. Les agents coloniaux seraient responsables. Les agents coloniaux, ici, il faut y mettre les administratifs et puis les religieux. Les agents coloniaux, chez nous, par exemple au Congo, surtout les Flamands, les agents coloniaux seraient responsables de la fixation des identités et de la création artificielle d'entités considérées comme homogènes et immuables. Ils ont fait des regroupements selon leurs intérêts pour avoir de masses de populations regroupées quelque part qui pouvaient servir leurs intérêts. Ils l'ont fait. Ils ont continué à le faire jusqu'au même à la veille de l'indépendance. Les déplacements, par exemple, des Rwandais pour venir travailler au Kivu, dans les champs de Kenkina, et puis à l'Union minière du Haut-Katanga, tous ces déplacements-là, il y en a qui prétendent être cuviens, et pourtant ils étaient venus pour le travail. Donc on peut comprendre que tous ces éléments-là, qui ont forcé les gens à se fixer quelque part pour des intérêts divers, des intérêts coloniaux, on a collé tout simplement des termes, sont les Baluba, sont les Bangala, surtout les termes Bangala. Tout le monde qui est de ce côté-là a été appelé Bangala. D'ailleurs, c'est écrit sur leur carte. Bangala. Je vous montrerai la carte de 1885 que vous pouvez vous-même regarder ici. Bangala. Sans tenir compte, et puis Maniema. Donc tous les Baluba qui étaient de ce côté-là, les Koussou, les consorts, allez, les Maniema. Hein? Qu'ils sont donc, en tant que groupe dominant, ils auraient figé les sociétés africaines dans de nouvelles identités qu'ils ont qualifiées d'ethniques, sans tenir compte de leur histoire et de rapports de force existants. En tant que groupe dominant, comme les Banyamwenzi, Ngaranganze, qui sont arrivés au Katanga soit en poursuivant l'éléphant,
soit pour chercher les cuivres, et ils se sont sédentarisés pour dominer pratiquement tous les groupes qui étaient là, puisque eux, comme je vous l'ai toujours répété, ils sont venus avec de nouvelles techniques de guerre. Personne ne pouvait faire face, puisque ça prend du temps pour se rapproprier l'arme de l'ennemi ou de l'étranger. Ils sont arrivés au niveau où personne ne pouvait bouger. Et la société est là-bas. Jusqu'aujourd'hui, Bunkeya, c'est là où est situé ceux qui sont venus de Unyamwezi, et tous les restes regroupés en cercle. Premier cercle autour de Banyamwezi, deuxième cercle des esclaves ou des forces de production pour leurs intérêts, ainsi de suite. Mais on parlera de ces sujets en détail. Au-delà de ces aspects éminemment critiquables, il est intéressant d'aborder le phénomène ethnique à la lueur de cet apport théorique, puisqu'il aborde pour la première fois l'histoire des cultures et des acteurs sociaux dans l'élaboration des identités. Donc, je viens de vous donner les notions théoriques, et avec ces notions théoriques, nous pouvons maintenant prendre quelques exemples de personnes qui sont en train de construire carrément des tribus aujourd'hui où nous vous parlons. Et de ceux qui ont construit les tribus ou l'ethnie quelque temps avant l'arrivée de Blancs. Puisque Livingstone parle d'eux. Il y a même le Portugais qui parle d'eux déjà en 1884. Et le plus récent, Reichard, parle également de ce groupe-là. Mais, sans tarder, je vous montre quelques images. Par exemple, aujourd'hui, ils sont connus sous le nom de Bayeke. Et le Yeke, qui est un vocabulaire qu'on leur a collé par les Congolais, qu'ils ont trouvé sur le territoire, et même jusqu'à l'arrivée de ces blancs que je viens de vous citer, étaient appelés Garanganze, mais ils ont préféré Unyamwezi, mais ils ont préféré le mot Yeke à la place de Garangaze ou Nyamwezi. Et le deuxième groupe que je viens de vous citer, c'est le Tutsi, avec Minembwe, avec Masisi, avec Bouisha. Et ils ont trouvé un concours de circonstances avec l'arrivée de la force rwandaise, formée par les redoutables général que vous connaissez très bien, et Regaillardi, ils réclament tout. Ils sont en train de fabriquer, hier c'était Banyamulenge, quand on a détruit Banyamulenge, ils parlent de Banyabouisha. Tout ça, c'est la construction des ethnies, les mêmes termes qui rabaissent là, mais c'est eux, bien sûr, ils sont retardés. Quand nous, on pense déjà à quitter ces termes et cherche à se l'approprier, donc vous pouvez comprendre que la situation de construction d'ethnie nous ramène à la case de part. Puisque ceux qui nous ont fixés et ceux qui ont amené des termes, c'était des dominants. Les dominants, les colonisateurs donc, qui, même si vous les tuez, ils demandaient le renfort en Europe. Les cargaisons ou le bateau de guerre pouvaient venir amarrer tout près de chez vous, vous larguer les canons de Thyssen et vous n'avez pas à respirer. Vous n'avez pas à bouger comme ils ont tué nos frères, bien sûr, de Namibie. Ils les ont encerclés pratiquement
autour d'un puits d'eau ou de lac qui pouvait aider à boire. Et non seulement ils ont empoisonné le lac, mais ils ont affamé terriblement ce peuple. Et ceux qui ne pouvaient pas sortir pour être pas sauvés, mais mourir de leur mort pour qu'on prenne le crâne et qu'on vienne les étudier scientifiquement ici en Europe. Plus précisément, bien sûr, en Allemagne. Vous connaissez, il y en a qui connaissent bien l'histoire. Donc, les Banyamwezi, Garanganze, communément connus aujourd'hui Yeke, ont dominé les Baluba, ont dominé les Lunda, au Katanga. Autrefois, quand le groupe autochtone a repris la force, ils étaient pratiquement finis, mais c'est en ce moment-là que le blanc vient leur donner un second souffle avec Mukanda Bantu. Mais les intérêts qui ont poussé Moussiri ou Mouchidi à pouvoir se révolter ou à ne pas accepter les contrats avec eux, ce n'était pas l'intérêt du Katanga, c'était ses intérêts propres. Mais Mukanda Bantu a pu reprendre bien sûr la force, le souffle, avec la colonisation. Et aujourd'hui, c'est une grande chefferie. Et on peut se poser la question. Doit-on prendre les armes? Doit-on être sanguinaire? Doit-on être plus fort, mater le faible? Tuer le faible, massacrer pour être récompensé par l'État? C'est le cas que nous constatons. Il n'y a pas longtemps, on a vu que dans l'armée congolaise, il y avait plus de généraux d'un petit groupe comme ça. C'est comme ça que vous pouvez remarquer, ils se disent congolais, mais gardés par une armée étrangère sur cette photo. Puisque l'armée est appelée l'armée rwandaise, mais les civils qu'on voit là, on les appelle congolais. Mais quand est-ce que les Mongos seront gardés par l'armée étrangère? Quand est-ce que les Bakétés seront gardés par une armée étrangère? Quand est-ce que les Batékés seront gardés par l'armée de Congo-Brazzaville, par exemple? Ce sont là les questions qu'on peut se poser. Est-ce que notre mentalité, puisqu'on a parlé d'ethnie et de tribus qui sont déshumanisées pour être chosifiées, être dépersonnalisées, que ça puisse être porté au niveau de la pensée? Mais est-ce que la pensée, notre pensée, a évolué? Quand on sait bien qu'il y en a qui sont des réfugiés économiques, à la chasse d'espace, à la chasse de pâturage pour leurs bêtes. Ce que j'ai dit ne vient pas de moi. Vous savez que ça a été pratiquement annoncé par Sarkozy et Herman Cohen, qui dit que le Rwanda n'y a rien. Vous devez partager le Kivu avec le Rwanda. Vous connaissez tous ces éléments. Dans quel intérêt? Bien sûr, on sait que pour certains, c'est pour ramasser les minéraux sans payer quoi que ce soit. En tuant ceux qui, avec leurs mains, ramassent ces minéraux-là, qui sont très radioactifs, pour qu'ils restent à mourir, sans tambour ni tam-tam, bien sûr. Et tout ce groupe de dominants sont pratiquement semblables, procèdent de la même manière, procèdent tous de la même manière, soit en utilisant les mensonges, par exemple,
quand le Garangaze ou les Nyamwezi sont venus, il y a eu des traités d'amitié. Les traités qui sont semblables aux traités de mariage. On en parlera. Mais la suite, ça a été quoi? Reprendre le pouvoir du roi Katanga et puis dominer, organiser des guerres, tuer, assujettir, prendre des esclaves qu'on convertit dans le travail manuel ou qu'on convertit en soldats et peuvent mourir puisque c'est eux qu'on met comme chez Rakano. Les méthodes sont les mêmes. Les dominants rwandais ont mis les petits Congolais devant, qu'on a appelé Kadogo, et tous presque officiers étaient loin de là où les balles crépitaient. Vous connaissez les méthodes. Les Blancs, c'est la même chose. Ils n'étaient pas nombreux quand ils sont venus. Ils vont vous dire qu'ils ont demandé, ils ont utilisé les soldats qui étaient des typo-typo. Mais typo-typo était un autochtone. Et à Luluabourg, on a utilisé un sapon, à qui on pouvait prendre 300 soldats ou 300 batailleurs, ou je ne sais pas comment on peut les appeler en ce moment-là. C'est comme ça qu'ils se sont débrouillés et ils sont sortis peut-être de la merde à cause de ça. Bon, pour les deux groupes que je viens de dire ici, on va revenir avec une autre vidéo pour un peu voir leur histoire et comment ils ont évolué avec des textes à l'appui. Mais terminons ces sujets en parlant de ceux qui utilisent le terme ethnie, le terme tribu comme fond de commerce. Il y a un Congolais qui aime les appeler les politiciens. Les politiciens ont-ils d'autres thèmes à exploiter? C'est la question que nous pouvons nous poser. Les politiciens ont-ils d'autres thèmes à exploiter? Ils tournent, ils reviennent encore là. Ils cherchent par où ils doivent déricher ce qui est tribaliste. Ceux qui sont tribalistes bien sûr. Où se trouve le tribalisme? Il n'y a que ça qu'ils exploitent. Il n'y a pas autre chose. Hein? Même quand eux-mêmes ne sont même pas du pays. Même quand ils ne sont pas du pays, mais ils exploitent ces éléments-là. Mais d'autres éléments de développement, on leur a laissé ce pays pendant 60 ans. Je les mets tous dans le même sac. On n'a pas vu où ils ont fait ce qui est différent. Si ce n'était que être enfermé dans ce terme qui rabaisse, qui diminue, qui a servi. Prenons par exemple le cas de représentativité régionale. Puisqu'on parle de tribalisme, et on a dit qu'on doit diviser le pays en 26 régions pour se rapprocher de plus en plus de groupes, de petits groupes. Puisque dans 26 régions, je suis sûr qu'il y a peut-être de chances de trouver dans une région uniquement un seul groupe qui a beaucoup d'affinités et peu de différences. J'ai dit qu'il y a beaucoup de chances. Puisque quand je regarde nos régions, il est tout à fait difficile. J'ai dit tout à fait difficile. Quand je dis tout à fait difficile, puisque je risque encore d'aller au plus profond en disant, même dans ma famille à moi, tu ne vas pas trouver tout le monde qui se ressemble. Non. Si la physionomie peut peut-être rappeler papa ou rappeler maman, mais il y en a pour qui la façon de penser, la façon de se comporter n'a rien à voir avec maman, n'a rien à voir avec papa. Ou parfois avec les deux. Ou parfois avec quelqu'un qu'on n'a plus de mémoire, qu'on n'a plus en tête. À vous de tirer les conclusions. Allons-nous trouver dans nos régions? Je ne sais pas. C'est la question que je pose. En parlant de régions, par exemple, il y a le prof qui est aussi président de la Cour constitutionnelle qui dit ceci, à titre d'exemple,
au niveau de la Cour constitutionnelle, avec ses pairs, il était décidé qu'il y ait un représentant, qu'il n'y ait pas de gens d'une même région, ensemble, qui soient là-bas. Mais c'est ainsi qu'ils se retrouvent d'après les nouvelles régions, le 26. Mais quand ses pairs le désignent comme étant président, l'autre dit, mais vous êtes à deux, il y a l'autre qui est là, vous êtes tous des Balouba. Oh, mais on est ici, critère régionalité, ou on est ici, critère la langue, ou l'ancien groupe linguistique ou quoi là, culturel, comme on peut le désigner. J'ai donné cet exemple pour vous parler de ce qui est, par exemple, une certaine légèreté d'esprit et la confusion qui se mêle, puisque là, on ne sait pas sur quel pied danser. Je viens de vous dire que dans ma propre famille, il est difficile de mettre tout le monde ensemble, sur une idée ou sur une décision à prendre. Il est difficile. Mais au niveau des régions, au niveau du pays comme Congo, au niveau du groupe même, linguistique ou bien territorial, puisque quand on parle de Louloua, c'est à cause du territoire. La vallée de la Louloua. Quand on parle de Kassaïen, c'est à cause du territoire. La vallée du Kasaï. Et si on peut s'étendre à la vallée du Congo, le bassin du Congo, comme on peut dire, combien de groupes on trouvera? Pourra-t-on mettre tous les groupes ensemble? Deuxième exemple que je pourrais vous mettre ici, c'est ce qui est courant aujourd'hui. On parle de Macha Moumé, on parle de comment le président du Congo est allé chez lui, il est allé parler avec ses frères et il a exclu les autres. Mais quand on rappelle à ce même personne que le pouvoir qui a précédé a utilisé la langue, puisque à Kinshasa c'était devenu Nituru Yetu, Mutoto Yetu. Dans le bureau on ne parlait que les Swahili. Non, ils disent, écoute, les Swahili ce n'est pas la langue de chez nous, hein. Tu ne connais pas que ces gens-là sont des Baloubakat. Oh. Mais maintenant, sur quels critères nous allons pouvoir trouver un compromis du vivre ensemble? Alors, vous comprenez les notions de définition que je viens de donner au départ. Les autres vous montrent l'exemple, même si c'est idéologique, pour se séparer ou pour se distinguer de vous. Comme ça, vous restez en bas et sont au-dessus. Mais c'est un exemple à suivre. Pourquoi vous ne pouvez pas élever aussi vos débats? Que vos débats se mettent au niveau de la solidarité nationale, au lieu de vous retrouver à des trucs où vous n'allez même pas vous en sortir, puisque vous utilisez des termes dans lesquels vous ne convenez même pas. Alors, moi, tout ce qui reste à ce que je puisse vous dire, c'est qu'il y ait peut-être une loi qui intervient, tout celui qui fait une campagne politique ou qui est dans les services de l'État ou dans l'espace public utilise de propos qui rabaissent, puisque je vous ai dit tribalisme, ethnie et consorts sont des propos qui rabaissent. Que la loi puisse fouetter, bien sûr. Que la loi puisse agir. J'ai dit la loi, parce que j'ai dit que je suis encore un peu gentil. Puisqu'aux Philippines, vous connaissez les décisions qui ont été prises par là, par un ancien avocat. Lui, c'est fusillade. Ou bien on vous coupe la tête. Comme ça, peut-être, en peu de temps, on ne va plus
trouver sur le chemin tous ces gens-là qui font de tout ce terme ou de tout ce pratique ou ces idées, ces idéologies, leur fonds de commerce pour avoir des membres de parti ou bien pour être élu ou consort, ou avoir une faveur. Puisqu'à un moment, il semble que même les étudiants utilisaient aussi ça pour diviser les professeurs, que tel est en train de favoriser les gens de son côté, pour que le professeur de son côté puisse aussi faire la concurrence. Je me rappelle bien, puisque dans les détails, ce sont les étudiants qui ont provoqué ça pour pouvoir inciter les professeurs à libérer un peu, à desserrer, comme il le disait autrefois. C'est l'évolution de la mentalité. C'est l'évolution de la mentalité, comme le terme ethnie, comme le terme tribu a été dépersonnalisé, ramené au niveau de la pensée, au niveau de l'esprit. Le terme a été jossifié. Rappelez-vous, je vous ai parlé de la notion réifiante. La notion réifiante qui retient le système de pensée et le système d'agir. Cette évolution peut sauver le Congo. Peut sauver le Congo et peut sauver l'Afrique. Pourquoi pas? Puisque tout ceci a été amené pour rabaisser les Africains. Et ici, je préfère bien sûr vous remettre le terme tel qu'il a été dit. C'est l'évolution de la mentalité peut sauver. Le reste, c'est la poursuite tout simplement du vent. Peut-on contenter tout le monde? Moi, je ne pense pas. À quand? C'est la question que je vous ai posée. À quand les États généraux pour changer tous ces termes qui étaient idéologiquement fixés pour pouvoir nous garder dans la bassesse? Pourquoi, par exemple, ne pas appeler État Yombe, État Tetela, État Ngombe, État Lokele, État Bandi, État Mongo, État Luba, État Bindi, État Kuba, État Luba si vous voulez, etc., puisqu'il y en a beaucoup. On peut recenser jusqu'à plus de 450 si on se réfère bien sûr au dialecte. Bien sûr, ce sont les Blancs qui ont appelé ça dialecte, mais pour tous ces groupes ici, c'est leur langue. Hein. Et les extras, meilleurs ressortissants entre ces États. Si par exemple, on crée un système, après ces États généraux, on crée un système où tous ces États ici évoluent au niveau local, au niveau territorial. Donc là où ils sont situés, l'espace où on peut recenser que ceux qui ont beaucoup plus d'affinité sont situés sur cette étendue-là. Ils peuvent constituer un système d'État, une organisation politique qui peut faire qu'ils apprennent aussi la démocratie à leur niveau. Et c'est ceux qui se distingueront de chaque État qui pourront représenter leurs États au niveau fédéral. Et au niveau fédéral, on fixerait bien sûr des mandats pour chaque restaurant ou ressortissant ou pour chaque délégué, de telle manière qu'il y ait une rotation, puisque je viens de parler d'à peu près 450 qui peuvent avoir une affinité linguistique, puisqu'on parle de 450 dialectes, à peu près, ou plus de 250, je ne sais pas. Vous pouvez recenser, et puis ce sont des travaux qu'on peut mener aussi un autre jour. Et le meilleur pourront être expédiés ou bien désignés comme représentants de leur groupe ou de leurs États. Ici, on ne parlerait plus de communauté, on ne parlerait plus d'ethnie, on ne parlerait plus de tribus. Et ce sont ceux-là qui pourront être candidats au fédéral
pour un nombre de mandats bien déterminé. Et après ce mandat, on peut maintenant interchanger avec les autres et qu'il y ait ce système qui est créé. Voilà, je viens de vous parler des termes qui ont été fixés. Sur les termes, l'idée de Elikambo Kolo et Amsel par la colonisation, par les agents coloniaux. Et si nous voulons sortir de là, ce n'est pas en favorisant la création d'autres tribus ou d'autres ethnies, comme par exemple le Yéké, qui a été créé un peu avant l'arrivée du Blanc. Et aujourd'hui, il y en a à l'époque moderne, au XXIe siècle, où on nous sort le Banyamulenge ou Banyabouisha, Mulenge qui signifie seulement une colline, mais ça devient une tribu. Donc, ces créations qui n'ont rien à voir, qu'on puisse donner tout simplement aux réfugiés leur statut. S'ils veulent la nationalité partout au monde est individuelle, la démarche est individuelle et non pas collective. Et dernièrement, en dernier lieu, je vous ai parlé de ceux qui font le commerce, le fonds de commerce, ceux qui font le commerce avec le mot ethnie et le mot tribu. Ça doit finir, ça doit être sanctionné, soit par la loi, et des sanctions doivent être exemplaires pour qu'on ne puisse pas continuer dans cette voie de bassesse. Dans cette voie qui a été choisie délibérément pour l'asservissement d'un peuple que certains considéraient autrefois inférieur. C'est par là que je vous dis merci et je vous donne rendez-vous, comme je vous ai promis également d'autres sujets que je pourrai développer pour vous. Merci et à la prochaine. Ciao. Ne manquez plus aucune émission. Voilà.